Alpha Babou, bonjour. On ne vous présente plus. Bonjour. Président de PBRH Conseil, cofondateur de la chaîne Columbus Café, auteur de nombreux ouvrages, dont Service gagnant en 2007, et j'en passe et des meilleurs, Service compris, Dinosaures et Caméléons, etc., etc. Puis conférencier et essayiste. D'ailleurs, vous êtes intervenu de nombreuses fois, à de nombreuses reprises dans les clubs Agora. Tout à fait. Je suis ravi de vous recevoir. Et je vous reçois à l'occasion de la sortie de votre nouveau livre, Service gagnant. On l'a ici. Service gagnant 3.0. C'est une réédition de Service gagnant ? Alors c'est vrai que mon dernier livre qui parlait de service client, c'était Service gagnant, qui est sorti en 2007. Et mon éditeur m'a contacté il y a à peu près 2 ans, me disant voilà, on continue de vendre ce livre, simplement certains exemples sont un petit peu datés. C'est vrai qu'à l'époque où j'ai écrit Service gagnant en première version, Twitter n'existait pas. Uber et Airbnb non plus, on ne parlait pas d'économie collaborative. Et je me suis rendu compte à quel point beaucoup de choses avaient changé. C'est un livre dans lequel je parlais encore du fax, qui devient aujourd'hui un peu comme le Minitel, un outil du passé. Et donc je me suis mis au départ à travailler sur une réédition du livre, et très vite je me suis rendu compte qu'en fait il fallait écrire un livre complètement différent. Le thème de Service gagnant, c'est de voir comment s'inspirer des plateformes digitales comme Uber, Airbnb, Blablacar, KissKissBankBank, etc. et voir comment les entreprises traditionnelles peuvent s'en inspirer, soit pour améliorer leur service client, soit carrément pour se désubériser. Voilà un peu le thème. Et donc, du coup, d'une réédition, je suis parti sur un livre complètement différent. Ça sera mon 7e livre. Alors, vous parlez effectivement de services clients qui ont beaucoup évolué, effectivement, mais au fond, qu'est-ce qui a changé ? En fait, dans votre livre, vous parlez beaucoup du client. C'est vrai que dans le service gagnant, je parlais des 9 tendances du client. Il veut tout de suite, il en veut pour son argent, etc. Et je suis passé maintenant à 3 intolérances. L'intolérance, c'est quelque chose que l'on ne supporte plus et qui vous rend malade. La première intolérance, c'est l'intolérance à l'attente. Quand vous pouvez, en un clic et en 1 seconde, avoir un taxi qui vient vous chercher avec un Uber, vous n'allez plus supporter de rester pendant 4 minutes derrière un SVI ou d'attendre quelque chose. Il y a des statistiques effrayantes. Au bout de 2 secondes, si la page ne s'affiche pas sur un mobile, le client zappe et il va ailleurs. Donc la première intolérance, c'est l'attente. La deuxième intolérance, c'est l'intolérance à l'effort. On est dans un monde maintenant où ça n'est plus moi qui vais aller sur Internet taper dans une barre de recherche quelque chose, c'est le produit lui-même qui vient me voir et qui me propose. C'est Amazon qui vous dit « Tiens, vous avez aimé tel livre, pourquoi vous n'aimeriez pas tel autre ?» C'est des entreprises, et j'en cite quelques-unes, qui vous appellent pour vous dire « Monsieur Ababou, on a remarqué que vous achetiez régulièrement tel produit à tel moment, est-ce que vous voulez qu'on vous l'envoie ?» Et donc c'est ça, c'est l'intolérance. On ne supporte plus, il y a tous les produits comme Amazon Dash, Amazon Button qui va vous commander directement. On rentre dans cet univers où on n'a plus aucun effort à faire pour consommer. La preuve d'ailleurs, c'est qu'on n'a même plus besoin de payer, puisque dans la plupart de ces plateformes, votre carte est déjà enregistrée. Donc l'acte de payer qui est très compliqué, eh bien, disparaît. Je cite quelqu'un qui dit « Invisible is cool ». Le paiement invisible, c'est l'avenir. Et on imagine, et beaucoup d'entreprises que je cite travaillent sur des paiements complètement transparents, parce que le paiement, ça embête tout le monde. Et si on le supprime, c'est tellement mieux. Et la troisième intolérance, c'est l'intolérance à la standardisation. Et ça nous ramène à un sujet des données. En fait, le client, il veut être connu, reconnu, informé par rapport à ce qu'il est. Et tous ces trucs-là, standardisés, c'est la manière un petit peu anonyme de le considérer, il y a une véritable intolérance. Donc voilà, de 9 tendances, je suis passé à 3 intolérances, mais fondamentales et qui vont vraiment bouleverser les choses. Là, vous donnez du crédit à un indicateur qui est fréquent, qui est le Customer Effort Score. Tout à fait, j'en parle. Vous en parlez d'ailleurs. Voilà, tout à fait, j'en parle et je trouve ça vraiment intéressant. On ne mesure plus ce que l'entreprise fait pour améliorer les choses, mais ce que le client doit faire comme effort. Donc c'est un renversement de tendance et une chose complètement différente. Vous savez, en rencontrant, on va en reparler, pas mal de ces plateformes qui sont peuplées de ces jeunes millennials, créateurs de start-up, mais j'ai découvert une génération nouvelle de ces jeunes passionnés du service client. Je peux vous dire qu'ils m'ont parlé du service client comme beaucoup d'experts qui courent les conférences et les séminaires ne parlent pas avec une fraîcheur, avec un naturel. Et ce qui est normal, vous savez, quand vous exprimez dans 1 cm² qui est l'écran d'un smartphone, qui est votre vitrine, eh bien, indispensable de mettre le client au cœur. Et moi, ça m'a donné un bain de jouvence absolument extraordinaire. Alors justement, quand on parle de changement, je reprends votre livre, je crois que c'est la première phrase que vous écrivez, qui est un proverbe chinois: quand le vent du changement souffle, certains construisent des murs, d'autres des moulins à vent.
Qu'est-ce que ça vous évoque, cette phrase? Alors d'abord, le proverbe chinois, vous savez, c'est symbolique. Le livre, vous savez ce compris, commençait par un proverbe chinois qui disait « L'homme qui ne se rime pas ne doit pas ouvrir boutique, qui m'apportait bonheur ». Donc voilà, c'est pour ça que 30 ans après, j'ai voulu reprendre un proverbe chinois. Ça évoque simplement le fait que par rapport à ce changement, mais ces bouleversements, ces tsunamis, ces cataclysmes qui sont face à nous, il y a ceux qui essaient de construire des murs et on voit comme les murs résistent peu face à un tsunami, et ceux qui construisent des moulins à vent, qui vont profiter de ce changement pour se remettre en cause, pour innover. Je cite par exemple, face à bien sûr au VTC d'Uber, comment l'entreprise G7, traditionnelle de taxi, a essayé de se désubériser en utilisant tous les ressorts de la relation client, en expliquant à nos amis chauffeurs de taxi que la petite blague qui consiste à dire que le terminal carte bancaire ne marche plus, ça ne va pas aujourd'hui, ça ne fonctionne plus, en créant une application qui est du niveau d'Uber, en rassemblant 3000 chauffeurs de taxi dans une convention pour leur dire maintenant ça suffit, on remet le client au cœur. Donc je crois que face à tous ces changements, il y a ceux qui vont construire effectivement des moulins à vent, qui vont bâtir une entreprise complètement différente. On parle partout de la transformation digitale. Finalement, c'est la transformation qui fait remettre le client au cœur du système. Et derrière le digital, c'est toujours le client que l'on trouve d'une façon ou d'une autre. Donc voilà pourquoi ce proverbe, et moi je l'apprécie particulièrement. On comprend bien, on parle de transformation digitale. Vous parlez des 4 piliers des plateformes digitales. Alors, j'ai analysé parce que c'est vrai que, comme je l'ai dit, ils n'ont pas grand-chose pour s'exprimer. Comment font-ils? Le premier pilier, c'est l'expérience client. Si de ces plateformes que vous ne voyez pas, qui sont pratiquement invisibles, si en plus ils ne mettent pas le client au cœur, c'est complètement terminé. Et ils sont véritablement obsessionnels de ce service client et de ce qu'on appelle même l'expérience client, la user experience. La plupart de ces plateformes ont aux États-Unis des gens qui passent des heures et des journées entières à travailler sur le moindre petit clic, la manière de voir comment ça s'ouvre, etc. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est aussi une révolution, c'est la notation. Moi, ça fait 30 ans que j'explique aux entreprises que pour améliorer le service client, il faut mesurer et il faut demander l'avis des clients. On ne peut améliorer que ce qui se mesure, et je me rends compte que maintenant la notation, elle est partout. Et d'ailleurs dans les deux sens. Voilà, alors bien sûr, et ça c'est le point de départ effectivement, mais la notation elle est partout. Maintenant on note les médecins, les hôtels. J'annonce que bientôt le vol Air France sera noté, avec la qualité de l'atterrissage, la qualité du café, le look des hôtels, etc. Donc c'est une véritable révolution, et bien entendu, comme sur des plateformes, le livre commence avec cette anecdote où je me suis rendu compte qu'en tant que client d'Uber, on est également noté. Donc c'est vraiment dans un échange, et effectivement certains passagers se comportent mal, et c'est également important de les noter. Donc cette notation, c'est le deuxième pilier. Le troisième, c'est la simplicité d'utilisation. Bien entendu, ils ont une espèce d'obsession par rapport à l'utilisation de la géolocalisation, la mise en relation, enfin toute la technologie, ils l'exploitent à fond, et ils sont vraiment innovants au point que les autres deviennent un petit peu ringards par rapport à ça. Et dernier point, bien entendu, qui est un sujet évidemment d'actualité avec la RGPD, l'exploitation de la donnée. Ce sont des maîtres dans le big data. Chez Airbnb, il y a 100 data scientists qui, du matin au soir, analysent les données en permanence, avec des énormes ordinateurs qui scrutent et qui analysent l'ensemble des éléments. Malheureusement, dans certains cas, dans certaines entreprises, on donne ça à un stagiaire, on dit vas-y, démerde-toi et donne-nous des informations. Donc remettre la donnée au cœur, c'est fondamental. J'ai plein d'exemples par rapport au fait que les banquiers peuvent savoir, en analysant nos comportements d'achat, qu'on va bientôt divorcer, et peuvent anticiper cela. Il y a une mine d'or dans la donnée, et on est un peu à côté. Et c'est vrai, la RGPD qui va nous mettre des bâtons dans les roues dans l'exploitation de la donnée me semble être un petit peu dépassée. J'aime bien citer Emma Marsegalia qui disait « Quand il y a une innovation, les Américains font un business, les Chinois la copient, et les Européens font une réglementation. » Très bien. Alors, Ralph, on vous connaît assez bien, et toute cette transformation digitale, vous en parlez d'ailleurs très très bien dans votre livre, n'empêche pas de mettre quand même l'humain aussi au cœur de la relation client. Et pourtant, vous dites, le vendeur, il est mort. Le vendeur, il est mort, vive le couteau suisse. Ça veut dire quoi, ça? Alors, bon, c'est un petit peu provocateur, il faut toujours provoquer. C'est vrai que on voit bien le client ne va plus dans les magasins pour les mêmes raisons. Il va moins dans les magasins. Il faut quand même dire qu'aux États-Unis, Amazon a liquidé des centres commerciaux. Et clairement, dans l'actualité, Toys R Us est en train de disparaître et s'est mis sous le Chapter 11 de la faillite. Donc aujourd'hui, il y a quand même une énorme révolution qui fait qu'il faut donner aux clients de bonnes raisons d'aller en magasin et que les magasins doivent se rénover. Le vendeur qui ne connaît pas ses clients, qui n'a pas ses produits, qui n'est pas ce qu'on appelle le vendeur augmenté.
il est en train de disparaître. Et donc je pense qu'il y a une énorme révolution. Il ne faut pas dire les clients ne viennent plus, mais est-ce qu'on leur a donné de bonnes raisons de venir en magasin? Donc je parle d'un couteau suisse parce qu'effectivement, il doit être aimable, compétent. Si en magasin, en me déplaçant, j'ai moins bien que ce que j'ai sur Internet, ça ne va pas le faire. Il doit parfaitement connaître son client, connaître ses références, ses produits, etc. Et donc on a cette notion de client augmenté avec le fameux phygital en fait, le mélange du physique et du digital, tout ça est interconnecté. Elle est loin l'époque où les vendeurs Fnac pensaient que Internet était un concurrent. Aujourd'hui, vous allez dans un magasin Fnac, on peut même vous dire on est votre commande. Et un produit manque, eh bien on peut vous l'envoyer directement chez vous. Donc tout ça maintenant est en train de s'interconnecter, mais donc notre beau vieux vendeur en B2B, mais en B2C également, bien entendu, parce que ça fonctionne exactement de la même manière, il va se transformer. Et je pense que s'ils ne veulent pas se transformer, ça va être un petit peu compliqué pour eux, quand on voit en plus l'arrivée de ces fameux millennials, qui sont une race très intéressante à analyser. Donc l'humain au cœur de la relation client, mais en fait l'humain augmenté en réalité. Voilà. Un humain différent, un humain compétent, un humain qui redéveloppe ses capacités de relation et cette capacité de contact humain, parce que c'est toujours le fameux high-tech, high-touch. Plus on va vers la technologie, plus on a besoin de contact et de relation. Pas de la même façon, pas au même moment, mais bien entendu, l'humain ne va pas disparaître. Vous savez, je commence déjà à avoir des interviews et les gens, la première question, c'est « Alors maintenant, on est dans le machine learning, dans les automates, dans les chatbots, l'humain disparaît ?» Je dis non, mais franchement, patienter une demi-heure au téléphone, avoir quelqu'un de désagréable à l'autre bout du monde, je préfère avoir un chatbot. En revanche, lorsque j'ai un vrai problème, eh bien qu'on me réponde au téléphone. Vous savez, chez Uber, par exemple, il n'y a pas de numéro de téléphone. Ils viennent même de supprimer l'email. Tout passe par l'appli. En revanche, en cas d'urgence, c'est eux qui vous appellent et ils sont super performants. Donc on est en train vraiment de changer complètement les choses et pour une fois, j'ai analysé non pas ce qui s'est passé il y a 10 ans parce que je me suis rendu compte que ce n'est pas très intéressant, mais plutôt voir ce qui va se passer dans 10 ans. Oui, les machines vont être là, les robots sont là, les chatbots, les Einstein, tout ça va être là, mais à l'entreprise de bien gérer cela pour maintenir bien entendu de l'humain, mais de l'humain super compétent, du couteau suisse. Alors Ralph, dans cet univers qui est de plus en plus complexe finalement, comment est-ce qu'on peut aider les managers à s'y retrouver? Alors, il y a plein de choses. Déjà, commencer par lire mon livre, bien entendu, mais plus sérieusement, je pense qu'un club comme Agora Fonction peut être très utile aux managers un peu perdus par le digital, parce qu'il se passe tous les jours quelque chose de nouveau, par le retour d'expérience, par l'échange avec leurs pairs, peut vraiment être une manière de répondre à ce besoin d'évolution permanente. Il y a 10 ans, on parlait de service client, maintenant on parle d'expérience client, demain on va parler de UX. C'est un monde en plein mouvement, donc je pense que de se retrouver dans ces dîners un peu à tête reposée, d'échanger avec des gens dans des métiers différents, peut être une source très forte de créativité et puis de se remettre en cause en permanence, parce qu'en réalité, ce dont on parle, c'est de changer nos méthodes, changer nos manières de fonctionner, changer nos comportements, nos attitudes. Et je pense qu'il n'y a rien de mieux que d'avoir des échanges avec ses pairs qui peut vraiment vous aider les managers. Donc Agora Fonction, je pense, c'est complètement sa place dans cet univers en plein bouleversement. Très bien. Bah, écoutez, c'est passionnant. En tout cas, je conseille à tout le monde ce livre qui, comme d'habitude, et c'est ce qui vous caractérise, est bourré d'exemples très pratiques, très pragmatiques. Il n'y a pas de théorie là-dedans. C'est vraiment que des constats. Ralph, quels sont, après cet ouvrage, quels sont vos projets ? Mes projets, comme toujours, c'est de partager mon enthousiasme et partager tout ce que j'ai vu dans ce livre. Alors, est-ce que ça sera peut-être mon dernier livre? Parce que vous savez, à un moment aussi, il faut pouvoir laisser la place aux autres. Je pense que vraiment dans ce livre, et ce qui m'a vraiment passionné, c'est toute cette nouvelle génération. Ces jeunes générations qui sont en train de pousser, ces millennials qui sont tous, on a rencontré certains de super diplômés qui avaient des carrières extraordinaires dans des grandes entreprises et qui préfèrent être dans leur start-up, réinventer, imaginer. Donc c'est vrai qu'on est un des pays, je crois, le plus dynamique en termes de start-up. Moi, j'ai plutôt un message d'optimisme par rapport à cette génération. Alors bien sûr, elle va se planter. Parfois, on invente un peu des startups pour découvrir le concombre pour gaucher, pour l'épluche concombre pour gaucher, donc des trucs un peu bizarroïdes. Mais il y a vraiment une créativité. Et pour moi, ça m'a fait un bien fou, surtout que je sortais un petit peu de l'univers des seniors, comme vous le savez, qui est bien entendu intéressant. Mais avec qui est S comme senior. Voilà, S comme senior, mais qui était vraiment un vrai main du jour. Donc voilà, partager mes idées, intervenir. Et peut-être que ce livre intéressera également d'autres pays européens, parce que cette révolution que nous vivons en France, elle se vit à tous les niveaux et dans toutes les entreprises. Très bien. On va vous croiser quand même un petit peu sur la route encore pendant un petit bout de temps quand même. J'espère. Merci Ralph. Merci Florent.